Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui à Ivoire Claire autour du monde, nous faisons escale en France, Bianca. Mais la France, tout comme le Québec, est reconnue pour la qualité de ses services publics, de son système de santé et des nombreuses ressources offertes aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Comme ici, tout n'est pas parfait. Dans certaines régions et certaines villes, l'accessibilité demeure un défi et les services sont parfois moins présents. Alors, l'autonomie repose souvent sur la détermination des personnes elles-mêmes. Notre invité, Naiwat, demeure en France, mais il est originaire du Cambodge. Dans le fond, il est allé en France après avoir fui la situation qui était très difficile au Cambodge dans les années 70 avec le régime des Khmers rouges. Donc, il est allé s'installer à Rennes. C'est quelqu'un qui est complètement aveugle et d'ailleurs, il va nous parler d'une capacité qui fascine beaucoup tout le monde, je dirais, oui. les neuroscientifiques. Les neuroscientifiques, mais le commun des mortels oui. aussi, qui est l'écolocalisation. Ça va lui permettre de se déplacer en se faisant une idée de son environnement grâce au son qu'il va entendre. Donc, on va pouvoir y revenir un peu plus tard parce que ça va l'aider, par exemple, à se figurer les obstacles. Mais c'est pas seulement pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Son histoire s'arrête pas là. Depuis 25 ans, il dirige une entreprise qui est spécialisée dans la réparation d'ordinateurs. Hé là là, oui, c'est... Rien de moins. Rien de moins. Alors, dans quelques instants, Naiwat va nous raconter son parcours de son enfance au Cambodge jusqu'à sa nouvelle vie en France. D'ailleurs, où il s'apprête à tourner une nouvelle page pour consacrer les prochaines années à un ambitieux projet humanitaire. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et les réalités liées à la déficience visuelle me passionnent. Moi, je suis Bianca Lucier, également passionnée par les réalités liées à la déficience visuelle parce que je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, donc c'est mon quotidien. Et je suis également atteinte d'une déficience visuelle. Alors, bienvenue à Ivoire Claire autour du monde. Salut Bianca, comment vas-tu? Ça va toujours bien quand je suis avec toi à la radio, Nathalie. T'es fine. Hey, on va en parler tantôt, mais l'écolocalisation... C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Mais écoute, on a fouillé un peu toutes les deux, puis on a fait un parallèle avec la vie des chauves-souris, des sous-marins et de ces radars. Bref, on va en parler tantôt. Mais avant de rencontrer notre invité, M. Naiwat, j'aimerais que tu dresses un portrait de la situation en France. Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes vivent avec une déficience visuelle en France? Ben, tu sais, quand on parle de statistiques en déficience visuelle, il faut faire attention lesquelles on prend, mais on peut dire qu'il y a environ 200 000 personnes qui vivent avec des limitations visuelles en France sur une population d'à peu près 68-70 millions. Donc, des personnes qui ont quand même une déficience visuelle qui va être importante. La France aussi va offrir un réseau quand même important de services spécialisés. Ils vont avoir beaucoup d'associations dans les différentes parties de la France pour la déficience visuelle. C'est un modèle qui est un peu différent de celui du Québec, mais qui est quand même très intéressant. Puis les personnes qui ont une déficience visuelle vont généralement avoir accès à des centres de réadaptation, des technologies adaptées et d'un accompagnement scolaire et professionnel. Ouais, d'ailleurs, la ville de Rennes où habite Monsieur Naiwat est reconnue pour plusieurs initiatives. On va en parler plus tard aussi, mais j'étais fascinée quand on a discuté des maquettes tactiles qui est du centre historique. Il y a plusieurs services destinés aux personnes malvoyantes ou avec une déficience visuelle. Maintenant, assez jasé, Monsieur Naiwat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Ivoire Claire autour du monde. On est très heureuse, Bianca et moi, de vous recevoir. Oui, bonjour. Avant de parler de votre déficience visuelle et de votre arrivée en France ou de votre incroyable capacité d'écolocalisation, j'aimerais qu'on remonte au tout début de votre histoire. Vous êtes né au Cambodge, c'est ça? Oui, je suis né donc au Cambodge, à Battambang exactement, en 1971. Donc c'est une ville assez grande, exactement. J'ai aucune idée, j'ai même pas fait de recherche, hein. Mais c'est vraiment pour moi, c'est un peu comme Rennes, c'est plutôt une ville de peut-être
300 000 habitants. OK. Hein. Ah, quand Donc, même. c'est quand même. Ah, OK. c'est pas la toute petite ville et surtout il y a une province. Il y a tout l'environnement. Il y a le Mékong qui est pas loin. Et on est à la frontière de la Thaïlande, hein, Ah. par là. Donc ça c'est important aussi. Hein. Ouais. Donc Puis, à quoi ressemblait une journée? Parce que on va en reparler là, de la fameuse guerre qui a bouleversé votre vie, mais à quoi ressemblaient vos journées avant cet événement-là qui a changé complètement le cours de votre vie? réellement, hein, c'est Ah tellement ben oui. loin. Ah oui, hein? On vous ramène loin, loin derrière. Mais Très très loin et je dirais que même avant quand la guerre a commencé j'avais 4 ans 5 ans. OK. eh là là. Donc, c'est vraiment à vous dire exactement. Je me rappelle plus beaucoup, hein. Tous mes souvenirs sont plutôt quelques souvenirs de la guerre, mais vraiment très peu. Et surtout après la guerre, mes journées en Thaïlande, tout ça, je peux tout vous raconter. Mais tout ce qui est avant le régime Khmer Rouge, c'est très très Vous très très étiez loin. très jeune. Mm. Alors, mais dites-nous, donc, parlez-nous de l'incident, ce qui est arrivé, Voilà. que vous avez Après, en fait, perdu la vue. C'est à quel moment? c'est ça. Donc, je suis né dans 71. La guerre, le régime, les Khmers rouges ont envahi le Cambodge en 75. Et en Mhm. 75, nous avons tous été chassés vers la campagne, C'est ça, puisque plus de ville, hein? euh, Khmer Rouge, Pol Pot, il tout, tout le monde fait l'agriculture, là. c'est ça. La ville, c'est pas bien. Tout le monde doit aller travailler en campagne, cultiver le riz, voilà. Et c'est là, durant cette période de travail, de dur labeur, hein, où les parents sont au champ, tout ça, nous, les enfants, nous sommes à la maison et nous vaquons à nos quotidiens, à nos, enfin, réellement, nos quotidiens, c'est plutôt chercher des petites choses à manger parce qu'on nous donnait des bols de riz, des bols de soupe de riz où il y a 3-4 grains de riz, hein, le midi et le soir. Mais si on ne cherchait pas à manger, on n'avait rien à manger. Fait Hein. que l'ambiance était difficile. Et du coup, l'accident, c'est en 77, c'est-à-dire j'avais à peu près 7 ans, hein, 77-78, hein, et à l'âge à peu près de 7 ans. Et en fait, en me promenant, en me baladant devant la maison du chef du camp, les enfants, ils ont l'habitude de nous embêter, de nous envoyer des cailloux, de nous envoyer des tas de nous faire quelques misères comme ça. Et ce jour-là, ils m'ont poussé. Je suis tombé sur un clou qui était sorti d'une planche de maison, hein, des clous de 10 centimètres là. Mhm. Et le clou, il est rentré dans le front Eh. et ça a beaucoup, beaucoup saigné. Ils ont versé de l'essence pour calmer le sang, hein, le saignement. Et c'est comme ça, j'avais le visage totalement défiguré pendant un mois. Ma mère a soigné avec des plantes, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, il y avait rien. Hein. Mm. Donc, elle a soigné comme elle a pu. Et au bout d'un mois à peu près, en fait, je voyais plus rien. Vous, vous avez vu, est-ce que vous le sentiez que vous perdiez la vue à ce moment-là? Je sais plus. Non, c'était Non. tellement. Je pense qu'il y a eu tellement de choc émotionnellement Oui. ou de. C'était. Réellement, je me rappelle plus. C'était vraiment la partie là, c'est ma mère qui me racontait un peu parce qu'en fait, toute la partie, je pense que c'était trop difficile pour que le cerveau puisse Mhm. se Comme un rappeler et qui a mécanisme décidé de oublié. tout oublier la partie là. Hein. Effectivement. Mais vous avez vécu, là, vous étiez rendu en campagne, vous étiez au Vietnam, Au Cambodge. vous étiez encore au Cambodge. OK. Alors, Ouais. vous étiez trop petit, mais ce que votre mère ce qu'elle vous raconte, quel genre de vie vous avez eu là-bas une fois que vous avez perdu la vue, Alors, l'école et tout ça, est-ce que vous vous souvenez? alors, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Hein. En fait, durant le régime Khmer Rouge, Ah oui, le c'est vrai. matin, les parents ils vont au champ Mhm. cultiver le riz.
Et nous, on reste à la maison comme ça, on se promène, on sort, on- mais souvent, on va plutôt chercher La à nourriture. attraper des poissons parce que le Cambodge, il y a là où nous sommes, il y a le Mékong Oui. Mhm. qui passe et tous les ans, le Mékong, il déborde. Du coup, il déborde, ça veut dire qu'il inonde tous les champs, partout, c'est inondé. Et en inondant la terre, il amène les poissons. Donc, OK. et partout dans les ruisseaux, dans les mares, dans les petits étangs d'eau, même les flaques d'eau, il y a des petits poissons. En fait, il y a des poissons partout. Et Hmm. ce qui fait que nous, étant enfants, quand on a 5, 6, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 9 ans, hein, on n'est pas ils nous emmènent pas Au champ travailler, là. en- Mhm. parce qu'en fait, à partir de 9 ans, on va pas travailler, mais on va dans une espèce d'école de guerre un peu, hein, Ah, OK. pour OK. former à faire la guerre, avec le régime. On nous retire de L'idéologie, nos parents. j'imagine. Ouais. OK. Voilà. Mais avant l'âge de 9 ans, on est à la maison, on fait un peu OK. ce qu'on veut. Et c'est là, mais je vous dis, nos journées, c'est vraiment sortir, Mhm. aller pêcher, aller ramasser des fruits, des légumes, des champignons. Ma sœur ramassait Puis, beaucoup de champignons, puis hein. Naïwat, les Et personnes. J'étais juste curieuse les personnes qui vous ont tabassé, c'était qui, eux? C'était des enfants, les enfants de chefs de camp, comme des eux, ils ont chefs tous de les camp. droits, ils Oui. peuvent nous taper, ils peuvent nous envoyer OK. des cailloux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont vraiment et eux, ils ont tous les droits. Donc, on OK. peut rien dire. Mais puis OK. la partie où vous ne voyez plus, perte de vision totale, vous le vivez comment là-bas? Parce que là, vous n'êtes pas avec vos parents, vous êtes seul dans la maison, vous vous occupez Moi, comment? j'avais ma sœur, j'avais ma sœur avec moi OK. et, euh, et justement, et c'est là où j'avais la chance d'avoir. Parce que pendant des périodes comme ça, nous sommes très unis, hein. Moi, j'étais tout le temps avec ma sœur, donc c'est elle qui me guidait pendant toutes ces périodes-là, hein, parce que c'était tout le temps, j'étais tout le temps avec elle, hein, et même quand on pêchait, je pêchais avec elle. Euh, on faisait vraiment tout ensemble, mais vous savez, pendant le régime-là, je pense que c'est ça qui m'a aidé à me débrouiller, c'est-à-dire que le, il y avait on était tous morts de faim, qu'il y avait d'autres priorités que la vue. OK. Donc, C'était comme pas on si passait de grave comparé à tout ce ça, qui se passait, c'est ça, entre c'est-à-dire que guillemets. les yeux, c'est pas très grave à partir du moment où on arrivait à pêcher, à chercher des choses à manger. Le reste, c'est vraiment le plus important, c'était de chercher à manger, hein. Mais vous aviez OK. aucun traitement, aucun soin médicaux? Rien, rien. Et Rien. on C'était la survie, là. euh, on habitait dans une espèce de cabane en feuilles comment ça, en feuilles de cocotier, hein. Et Mhm. le toit était en feuilles de cocotier. Il y avait tout était fait les tables en bambou, les lits en bambou, et les murs c'était soit en bambou, soit en paille, des choses comme ça. Mais on était vraiment, on avait juste une seule pièce, hein, c'était pas 50 pièces, c'est vraiment une pièce avec un lit et pour cuisiner, on avait un trou, on mettait 3 cailloux et on posait notre casserole dessus, comme Hmm. ça. Ouais. Donc c'était vraiment La la nature misère. même, je Ouais. pense que on peut dire ça. Hmm. Comment t'appelles, le midi, comme les parents ne sont pas avec nous, il y a une espèce de cantine, hein, où les enfants peuvent aller manger le bol de soupe, là, de soupe de riz avec 4 grains de riz dedans, mais ça ne nourrit pas. Et Hmm. surtout quand on a 5, 6, 7 ans, on a faim à l'âge-là. Donc, souvent, en fait, on mange ça, puis après, on va cueillir des champignons, des fruits, des choses que. Alors, normalement, on a même les fruits, par exemple, il est interdit de cueillir les fruits quand les arbres sont auprès des chefs de camp, par exemple, hein. Et OK. moi, j'avais mon grand frère qui allait cueillir. Lui, il se faisait. Il est mort comment? Hémorragie? Il est mort d'hémorragie parce qu'on l'a tellement frappé que Ah ouais. Mon Dieu. euh,
Ah non, je ne vais pas tout raconter parce que voilà, mais j'ai un film qui va sortir dans un an, hein, où en effet je raconte un peu toute cette histoire-là, un peu difficile, voilà. C'est un régime qui était communiste, mais dans les faits, les gens, ils n'étaient pas égaux, là. Ah non, non, pas du tout. Ouais. Et en plus, partout dans le monde, personne ne savait qu'ils torturaient les gens parce que Ouais. tout était fermé, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait rien. Et à l'extérieur, même par exemple en France, la France, tous les autres pays pensaient que tout était parfait dedans. Hmm. Personne, en fait, personne ne savait ce qui se passait. C'était fermé hermétiquement. Ah Et à partir des années 78, par là, ça a commencé les gens parce qu'il y avait des gens qui ont fui et ouais. qui ont raconté tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens ont su. Et c'est grâce aux Vietnamiens qui sont venus chasser Les Khmers les Khmers rouges. rouges Mhm. qu'on a pu fuir en 79. Puis vous, c'est comme ça que vous êtes allé en Thaïlande avec votre famille? Ah, c'est comme ça qu'on a fui vers la Thaïlande. On a C'est ça. traversé des champs de mines. Hein, on a marché pendant 3 jours à peu près. Alors je dis on a marché, on rectifie. Non, ma tante m'a porté sur son dos Oh, wow. pendant 3 jours. Hein. Et pendant ces 3 jours-là, il a fallu marcher. Certains moments, il a fallu courir parce qu'il y avait des champs de mines, mais en plus, il y avait des brigands qui pouvaient, qui pouvaient attraper les personnes, violer les femmes. Tout ça, c'était vraiment, c'est pas très joli à Et, raconter. Donc, et je on va rappelle, pas on n'est pas là pour tout raconter tout ça non non, non, plus. non, je rappelle, non, non, je rappelle aussi que pendant cette période-là, vous ne voyez pas. Je ne voyais pas, et c'est pour ça que ma Regarde, tante ça vous a me porté. portait sur son dos, Ouais, c'est parce que sinon, épouvantable. c'est ça. Ça Donc, marchait parce pas. qu'avec les champs de mines, j'aurais pu marcher dessus Ben et oui. faire sauter et faire sauter tout le groupe. Donc, Mhm. Puis, est-ce que quand vous êtes arrivé en Thaïlande, est-ce que vous avez été pris en charge par des médecins? Comment ça s'est passé, votre non. arrivée C'était des camps de là-bas? réfugiés? Non, C'est des camps? En Thaïlande, déjà, on avait à manger. C'était la grande fête pour nous. Il y a à manger. On était libre. Parce qu'arrivé en Thaïlande, du coup, nous, on était 7. Arrivé en Thaïlande, on n'était plus que 3, ma mère et ma sœur et moi. Et là, c'était la grande fête parce que elle pouvait aller faire du commerce pour gagner un peu d'argent. On pouvait manger pas ce qu'on voulait, mais À votre fin. on mangeait à notre faim, exactement. Hein. Hmm. Et il y avait il y avait la Croix-Rouge qui nous amenait, qui nous distribuait aussi des, des- de l'alimentaire. Non, non, il y avait des camps. Voilà, les camps de réfugiés se sont formés. Non, c'était vraiment une bonne période. Je suis resté 3 ans à peu près en Ah, quand Thaïlande. même. Et ces 3 ans-là, pour moi, c'était les meilleures périodes de ma vie d'enfance parce que tous Comparé les aux Khmer souvenirs, rouges. Ben oui. Oui. oui, oui, comparé à ce qu'il y avait avant. Il y a quand même eu beaucoup de décès pendant cette période-là avec le mer Rouge, là. On parle de Je crois millions que de décès. un quart, il me semble que c'est un quart de la population C'est qui a ça, été. c'était un quart de la population. Ouais, C'est j'imagine. effrayant. Ouais. Est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous gardiez l'espoir de retrouver un jour la vue ou pour vous, c'était terminé, c'était Non. derrière vous? Ah, Non. pour moi, on m'a posé la question, si aujourd'hui Ouais. on me demandait est-ce que si on peut me donner la vue comme ça avec une baguette magique, Tous. vous savez, Ouais. ça fait 44 ans, hein, on va dire ça fait presque 50 ans que je vis sans la vue. Bon, réellement, hein, Hmm. aujourd'hui, je pense que ça servirait à rien. Hmm. Ah non, hein. Parce que, 55 ans, il va me rester, peut-être encore quelques années, j'espère. Hein. Quand même. J'espère. Aujourd'hui, je me suis habitué parce que retrouver la vue, ça veut dire réapprendre à vivre, Ouais. réadapter tout. Ça ferait, je pense qu'en effet, ça pourrait apporter du plus, mais Beaucoup d'adaptation. voilà, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas à l'âge là. Hein. Moi, à 40 ans, oui, parce qu'on a encore plein de choses à faire, mais à 55 ans, je sais pas. Ça se discute. Mais est-ce que Naïwat, vous vous rappelez visuellement à quoi les choses ressemblaient
ou... Non, Non. non. Fait que vous vous rappelez pas avoir vu. Visuellement, j'ai juste quelques images. Par exemple, un avion dans le ciel, Ah. un ballon rouge, un arbre, des choses comme ça. Mais le reste, hein, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir imaginer les objets, mon environnement. Hein. Mhm. Le reste, je pense que dans ma tête. C'est Ouais. moi qui a reformé Une les représentation voitures, mentale. les maisons. Oui, parce que finalement, quand je suis arrivé en France, je voyais plus déjà. Donc, toutes les rues, les maisons, les immeubles, tout ça, je l'ai reconstruit je le revisualise dans ma tête, mais pour moi, c'est moi qui l'ai construit dans mon imagination. Ouais. Avant d'arriver à parler de la France avec vous, je veux quand même aborder la philosophie bouddhiste parce que quand on en a parlé, vous m'avez dit que vous n'êtes pas un grand pratiquant, mais que la philosophie bouddhiste vous accompagne depuis toujours. Est-ce que cette philosophie-là vous a apporté... en fait, je vous trouve très résilient dans votre vie. Est-ce que cette philosophie bouddhiste-là a apporté cette façon de vivre avec la cécité, d'être toujours positif comme vous l'êtes? Je pense, pour moi, c'est grâce à cette philosophie C'est ça, hein? qui m'a fait avancer, parce que pour moi, le passé a fait beaucoup de dégâts. Hein. Oui. A fait beaucoup de dégâts. Le passé on m'a fait souffrir, parce qu'on peut pas dire qu'il m'a rien fait. Hein. Mhm. Mais remuer le passé pour avancer, je suis pas. Pour moi, l'avenir, c'est devant. Hein. Vous voyez Donc, plus devant que derrière, en général. je vois plus devant que derrière. Ce que je veux dire, c'est que pour avancer sur un chemin sain, hein, bah, il faut déblayer devant et pas derrière. Vous voyez? Mhm. Si on avance en regardant derrière, bah, on va rencontrer des catastrophes systématiquement parce qu'on ne regarde pas devant soi. Vous voyez? Donc pour Mhm. moi, hein, Une belle image. Oui, c'est beau. il faut regarder devant. Et ceux, en effet, qui avancent en regardant derrière, ils ne peuvent pas avancer, c'est pas possible. Vous voyez? Mhm. Donc, et quelque part, moi, enfin, dans le passé, on a déjà souffert suffisamment. Pourquoi laisser cette souffrance continuer à, à nous faire souffrir au quotidien? Donc, le meilleur moyen, c'est de l'oublier, hein, et de dire que le plus important, c'est ce qu'il y a devant. Alors, c'est pour ça que des fois, quand j'ai des personnes qui me disent, oui, c'est vrai, mais durant ton enfance, tu as connu ça, ça, c'est le passé. Oui. Aujourd'hui, tout va bien, il faut regarder devant. Hein. Mais en effet, dans le passé, c'est possible, oui, des fois, il y a des gens qui nous ont embêtés, ou on a connu, d'accord, mais le plus important, c'est ce qu'on est aujourd'hui, et c'est ce qu'on va être demain. Vous voyez? Donc, pour bien profiter de la vie, il faut regarder devant et il faut construire ce qui va arriver. Vous voyez? Donc, si la route, elle n'est pas encore construite, il faut la construire. Comme ça, on avance bien. Extraordinaire. Voilà. Ouais. Naïwat, merci beaucoup. À votre arrivée en France, en fait, vous êtes arrivé en quelle année en France? Je vais me Moi, je suis remettre arrivé en 82, en en 1982. 82. Vous aviez 11 OK. ans à peu près, là. C'est ça. C'est ça. Hein, Donc là, vous avez j'avais- fait des études dans quel domaine? Parce qu'on en a parlé au début, vous avez travaillé en informatique toute votre vie. Mais qu'est-ce que vous avez étudié? C'était quoi vos études? Alors moi, donc quand je suis arrivé en France, déjà, moi, je trouve que moi, j'ai été très très bien accueilli et tout le monde, hein, c'était vraiment une période où j'ai eu de l'entraide partout. Tout le monde m'a aidé, tout le monde m'expliquait les choses. Là, vous parlez Et pas moi, français, là. voilà. Et l'électronique, pour moi, hein, c'est de la magie. Quand j'écoutais des cassettes au début, je croyais que c'était des personnes qui parlaient dedans, qui étaient enfermées dedans. Et quand j'ai découvert que c'était vraiment de l'électronique, que c'est juste des fils et d'électricité, ça m'a fasciné. Et C'est j'ai fascinant. toujours, dès que j'avais un appareil, je démontais tout ce que j'avais en main. Tout le monde savait que ça ne durait pas plus que 2, 3, 4 mois. Tout était désossé, démonté. Voilà. Parce que j'aimais bien se connaître tout ça. Et après,
Et j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont expliqué ce que c'est un composant, ce que c'est l'électricité, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et donc, j'ai eu une école primaire dans une école spécialisée. Hein. Ouais. Et après, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers élèves intégrés dans un collège normal, avec tout le monde. Donc ça, c'est pareil. Comme j'étais intégré, moi, j'ai toujours voulu faire comme tout le monde. Donc voilà, dans une classe comme tout le monde, tout ça. Et, euh, et c'est là où on a appris le début de l'électronique, le début de l'informatique. Hein. Et j'ai eu cette chance-là aussi. Hein. L'informatique, au début de l'informatique, tout le monde découvrait en même temps. Donc moi, je découvrais en même temps que les autres élèves. C'était vraiment très, très intéressant. Hein. Et j'ai eu un oncle notamment qui s'est aussi lancé dans les premières constructions d'ordinateurs et j'allais avec lui toutes les périodes de vacances pour construire les ordinateurs. Hein. Et c'est comme ça que l'informatique m'est rentrée dans la tête. OK. Rapidement, est-ce que vous avez eu à apprendre, parce que là, vous avez eu à apprendre le français, mais le braille aussi, Oui, j'imagine? c'est ça. Ah oui, le braille, le français, tout en même temps. Hein. Ça devait être tout un Voilà. défi quand même, peut-être dans une nouvelle société avec un fonctionnement, des règles complètement différentes. Complètement différent, où on a à manger, on a des personnes qui nous accompagnent, on a une école, c'est vrai que c'est un peu comme, c'est presque comme quelqu'un qui arrive on peut presque, pour un enfant, hein, c'est presque comme un paradis au début, hein. Ah, On peut dire wow. ça. Oui, OK, c'est comme ça que vous l'avez perçu. C'était comme juste des nouvelles possibilités. Ah, Absolument. C'était vraiment, c'est vraiment ça. Moi, ça me fait penser un peu comme le film Un petit Indien dans la ville, vous voyez. ah Il est en oui. pleine J'ai embrouille, vu ce qu'elle il fait. arrive à Paris, les voitures, comment, les maisons, tout était vraiment, hein. Et surtout, et les gens sont d'une gentillesse. Hein, ils m'ont accompagné partout. Ils m'ont emmené en vacances avec eux. Et moi, j'aime bien parce que ils m'ont Naïwat, expliqué on doit juste des vous choses. interrompre parce qu'on doit aller à notre pause. Ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on se jase. On vous revient tout de suite de l'autre côté de la pause. On va pouvoir continuer à discuter de la déficience visuelle en France avec Naïwat. Vous écoutez Ivoire Clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucie-Delpé. On discute aujourd'hui avec Naïwat, qui est originaire du Cambodge, qui a passé une bonne partie ensuite de sa vie en France. On discutait juste avant la pause de l'intégration à l'école, du fait, Naïwat, que pour vous, c'était une révélation, un paradis, entre guillemets, de découvrir toutes les possibilités qu'il y avait en France sur tous les plans. Vous nous disiez que vous étiez un des premiers élèves à avoir intégré une école régulière. C'est ça, hein? Oui, une école normale, c'est ça. Normal. Une école comme tout le monde. Il y en avait en intégration. Ça s'appelle c'était le tout début où les personnes aveugles, justement, et c'était un essai hein, de mettre une personne aveugle dans un collège normal et voir comment on arrive à adapter les cours et tout ça. Est-ce que vous diriez que la France vous a permis de devenir autonome à ce moment-là? Ah oui, oui, pour moi, oui. En fait, les deux, évidemment, il y a aussi le caractère de soi de toujours vouloir faire les choses seul, mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, les personnes qui m'ont accompagné durant tout ce temps-là et que je remercie, je remercierai jamais assez. Mais oui, oui, et on m'a mis au collège d'intégration. Alors au début, il n'y avait pas autant de technologie qu'aujourd'hui, hein. Évidemment, on avait le Perkins pour écrire en braille, on avait des gros magnétophones pour enregistrer, tout Ici, ça. on appelle ça les GE, je sais pas comment les magnétophones à vitesse variable, là. C'est énorme. Euh, oh,
Ah oui, mais c'était des gros appareils, C'est c'est gros, pas gros, comme gros. maintenant, hein. J'ai connu Et, ça aussi. ah oui. Et j'ai découvert même dans tous les cours, notamment en cours de technologie, où même les professeurs, ils étaient prêts enfin, ils étaient passionnés pour m'expliquer l'électronique, l'informatique, tout ça, et ça, c'était vraiment. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez, parce que je suis pas certaine depuis quelle année ça existe exactement, mais est-ce que vous utilisiez JAWS ou un lecteur d'écran ou c'était pas encore possible? Non, 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 il n'y avait pas tout Non. ça. OK, donc l'ordinateur, mais plus l'ordinateur, les composants, plus que l'utiliser comme tel. C'est ça. Au niveau du collège, comme moi j'étais arrivé, les ordinateurs, déjà, on n'avait pas d'ordinateur chez soi, hein. On avait une salle, c'était Énorme. des, OK. je sais pas. En fait, on avait des espèces de clients. En fait, c'était juste un clavier et un petit, où on pouvait rajouter dessus des petits blocs de mémoire pour faire des programmes, mais je sais plus comment ça s'appelle, des TO5. Je pense que Nathalie et moi, on est trop jeunes ou pas assez techno pour connaître ça. Absolument. Ah oui, il y avait rien. C'est ça. Je laisse les gens choisir. Ah oui, c'était vraiment vieux. C'est vraiment le seul. Et en fait, les ordinateurs nous permettaient, par exemple, de faire bouger un bras de robot pour faire de la soudure, des choses comme ça. Mais c'était vraiment. On faisait rien dessus. On pouvait pas faire de jeu. On pouvait pas. C'était vraiment pour. On faisait pas grand-chose, mais plus pour faire la programmation, un peu du basique, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de JAWS, il n'y avait rien de tout ça. Et après, quand j'ai fini le collège, quand j'ai attaqué ce qu'on appelle le cycle du lycée, là, on commençait à avoir un ordinateur, hein, et une plage braille, mais il n'y avait pas de JAWS, hein, il y avait. Ah, seulement la plage braille. Donc, pas de synthèse vocale, mais le braille. Il y avait le braille, hein. C'était très très cher, mais il y avait le braille qui était déjà connecté. Et, et non seulement il y avait ça, et en France, c'était le début de la GFIP. La GFIP, c'est une structure pour aider justement les personnes handicapées, pour adapter les postes des personnes handicapées, hein, et c'est eux qui finançaient tout ce qui était plage braille, tout ce qui était matériel spécialisé. OK. Et c'était vraiment le tout début, les premières plages braille, les premières machines à lire aussi. C'est une grosse machine, on met une feuille dedans, il y a un scanner, hein, ça lit la feuille et ça parle. Et la voix, on ne comprend pas beaucoup, hein. Comme une unité de reconnaissance des caractères imprimés. Comme OpenBook ou comme, c'est ça, un Clear Reader, par exemple. Ouais. Et ça lit très, très mal. Il fallait que ce soit très, très bien dactylographié pour être lisible. Le manuscrit, c'était pas du tout lisible. Les journaux, c'était pas lisible. Il fallait vraiment que ce soit bien, bien écrit. La machine était malvoyante. Elle voyait juste les bons caractères avec du contraste. C'est ça. Nawat, vous avez terminé vos études. Bon, vous avez ouvert une boutique et vous avez une boutique où vous réparez des ordinateurs. Moi, je veux comprendre comment vous avez appris à connaître, à réparer, à entendre ce qui se passe quand un ordinateur ne fonctionne pas. Voilà. Comment vous avez... Où tout ça a commencé? Déjà, quand j'étais au collège et tout ça, quand mon oncle avait ouvert les tout premiers ordinateurs où on construisait les ordinateurs, moi, j'étais toutes les vacances avec lui, donc je savais déjà construire les ordinateurs. Donc, j'ai commencé quand j'étais au collège. Donc, c'était vraiment... à l'école, on n'apprenait pas encore, hein. Et après, au lycée, j'ai continué. Et après le lycée, j'ai fait l'UT informatique. Et c'est là où on apprend à programmer tout ça. Et entre copains, on assemblait aussi les ordinateurs. Mais moi, j'avais la chance de savoir déjà assembler parce que j'avais déjà travaillé chez un tonton qui faisait que ça. Et après les cours, j'ai fait un peu de programmation. Et après, j'ai dit, je vais ouvrir ma boutique d'assemblage d'ordinateurs. Et c'est comme ça que ça a commencé, hein. La programmation, vous la faisiez en braille, dans le fond, avec une plage braille. C'était votre façon d'avoir accès à l'ordinateur à l'époque, c'est ça? Absolument. Okay. Et c'était le début de JAWS. C'est là où on est arrivé dans les années, fin des années 90, début des années 2000.
Et là, oui, on commence à avoir le JAWS et d'autres choses. Les synthèses vocales, tout ça commence à arriver. Et c'est là où j'ai ouvert ma boutique. Au début, je faisais que assembler les ordinateurs et un peu des réparations. Et puis, avec le terrain, petit à petit, il a fallu apprendre à démonter les ordinateurs portables, les réparer et faire des installations logicielles. Et petit à petit, j'ai mis en place un appareil pour écouter les composants. Comme ça, on entend les composants discuter entre eux et ça me permet de savoir. Un appareil pour écouter les composants. C'est un genre de microphone qui amplifie le son. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça convertit les ondes en son audible. Wow! Wow! Ça transforme les ondes en les ondes de quel type à quel type? Les ondes magnétiques, Ouais. on les entend en fait comme En ondes sonores. C'est voilà, fascinant, c'est ça. ça. Quand vous allez voir le documentaire sur ma vie, vous allez l'entendre à un moment donné. On parle de ma manière de réparer et on entend tous ces sons-là. Est-ce qu'on... Oui. Ouais. Non, vas-y, Bianca. Ben, pouvez-vous nous donner les informations sur le documentaire et comment vous vous êtes retrouvé à faire partie d'un documentaire? En fait, le documentaire, c'était un client qui avait des soucis avec son disque dur. Et du jour au lendemain, il avait des soucis avec son disque dur. Et puis là, il dit, il cherchait un magasin et quelqu'un lui a dit, il y a un petit magasin caché dans une petite rue et qui avait l'air d'être bien. Il l'a amené et moi, j'ai écouté son disque dur. Et Avec votre appareil, là? Déjà avec mes oreilles. Mes oreilles déjà. À la base, avec vos oreilles. OK. Voilà. Et ça l'a interpellé parce que je faisais tout avec mes oreilles et mes doigts. Et c'est comme ça qu'elle essaie de comprendre comment je faisais. Et c'est là que l'idée lui est venue de faire déjà un petit documentaire au début de 20 minutes. Et avec le temps, on a appris à se connaître. Et là, il a fait sur toute ma vie, en fait. Alors, on parle d'un documentaire qui est en préparation en ce moment. Il s'intitule Mémoire vive et il est réalisé par Alexis Bessin. Donc, le film, justement, suit votre travail de réparateur, mais aussi on parle de votre histoire et de votre passé au Cambodge, n'est-ce pas? Donc, c'est votre vie. On va voir ça où et quand? Ça va être sur France 3 à partir de août 2027. Et il y a un format cinéma aussi, mais ça, je ne sais pas encore comment ça va être distribué. On va rester attentif à tout ça. On va surveiller. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont dit, quand vous avez fait vos études et vous avez ouvert votre boutique, est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont pas mis des bâtons dans les roues, mais qui vous ont dit, ben voyons, dans ta condition, c'est impossible? Au début, quand j'ai fait les banques, il y avait qu'une banque qui m'a suivi. Déjà parce que personne ne voulait me suivre. Et donc ça, il a fallu déjà trouver la banque. Une fois que j'avais la banque, après, il a fallu trouver les clients. Alors, pendant quelques années, ça a été un peu difficile parce qu'au début, les clients, ils viennent, ils voient que je vois pas, ils repartent. Ils étaient sceptiques. Ouais. Avez-vous déjà, parce qu'on a déjà convaincre. On a déjà eu quelqu'un qui a participé à notre émission puis qui disait qu'elle feignait. En fait, elle ne disait pas qu'elle était aveugle. Parce que ça ne paraissait pas. C'est ça. Moi, je le dis pas. Je le dis pas. Non seulement je le dis pas, mais en plus, j'ai des lentilles d'esthétique qui cachent un peu mes yeux, donc les gens pensent que je vois mal. Comme ça, ils se disent pas que je vois pas du tout. Et c'est pour ça que petit à petit, ils ont appris à me faire confiance. Et aujourd'hui, donc 25 ans après, on a la chance d'avoir le Google, les avis des clients, tout ça, et qui fait que sur ce Google, on est classé, je crois, parmi les 3-4 premiers meilleurs de Rennes, donc ça nous aide bien. Depuis quelques années, on parlait de documentaire qui va s'intituler, comme je disais, Mémoire vive, mais on peut aller voir sur YouTube, il y a quelques reportages qui ont été faits sur vous pour parler de votre, je dirais, un 6e sens, on va l'appeler comme ça, qui est l'écolocalisation. Pouvez-vous nous en parler, Nawat? Qu'est-ce que c'est précisément que l'écolocalisation? L'écolocalisation, c'est un bien grand mot pour pas grand-chose, finalement, qui n'est pas facile à expliquer.
hein. C'est pour ça que c'est vrai on a pu chercher peut-être des explications plus auprès des scientifiques. Moi, quand j'étais au collège déjà, je me rappelle avoir posé la question au prof de biologie quand on a étudié les chauves-souris, parce qu'à l'époque, on disait, oui, les chauves-souris se déplacent avec les ultrasons. Et moi, j'ai dit à la prof, vous savez, moi, je ne sais pas si c'est ultrasons ou pas, mais comment les aveugles, enfin, moi, je sens les murs, tout ça, je sens où ils sont, je sens la distance. Comment ça s'appelle ça et ça marche comment? Bah, la prof, elle a jamais su m'expliquer. Elle dit, bah, elle sait pas. Et on est resté comme ça parce que on savait pas trop. Et c'est vrai, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup étudié. Hein. Mais depuis peu de temps, peut-être 3, 4 ans, ça commence à revenir. Et je commence à lire quelques sujets sur cette écolocalisation, c'est-à-dire le son. Il y a le son quand on tape par terre. En fait, il y a tout le temps du son qui rebondit sur les murs et ça revient à nos oreilles. Hein. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'écho que tout le monde entend, quand on fait de oh, l'autre, ça revient. Refaites-nous ça pour voir. Voilà. Donc l'écho, ça, tout le monde entend, que ce soit même vous êtes en haut d'une montagne, vous faites un bruit, vous entendez bien l'écho qui revient. Oui. Ça, c'est l'écho que tout le monde peut entendre. Et nous, par exemple, quand on est dans la rue, on tapote avec la canne, on fait aussi des échos. Par exemple, quand il y a des entrées, quand il y a des choses comme ça fait des vrais échos où, en effet, on entend. Mais cet écho ne permet pas d'évaluer la distance. On ne sait pas du tout très précis. Hein. On sait, par exemple, quand il y a des entrées ou quand il y a des renfoncements de murs, ça, mais vraiment, grosso modo. Et il y a un autre écho que le cerveau utilise, par contre, c'est un son pour moi, qui n'est pas audible. On ne l'entend pas en tant que son. C'est-à-dire, c'est le son, il va sur le mur, par exemple, il revient à l'oreille. Par contre, ce son-là, le cerveau le convertit comme du visuel. C'est-à-dire, ça fait comme s'il le voyait et du coup, ça nous donne une distance. Il convertit ça, par exemple, comme si on voyait le mur. Donc, on sait s'il est à 20 cm, à 50 cm, à 1 mètre, à 2 mètres. Et plus le mur est grand, plus on le sent. Et c'est vrai que ça n'a pas étudié. Alors, j'espère qu'un jour, quelqu'un va l'étudier un peu plus profondément pour que, justement, que chacun comprenne. On va vérifier s'il y a des choses que c'est. Ouais. Est-ce qu'au Québec, Bianca, on en parle de ça? Moi, ce que je sais, moi, c'est pas ma spécialité parce que je suis en réadaptation en déficience visuelle, mais mes collègues en orientation et mobilité, souvent en France, c'est les psychomotriciens, ils vont l'utiliser avec leurs clients. Des fois, le fait d'entendre, par exemple, une ouverture dans le mur, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, ils nous ont, tu sais, moi, je suis malvoyante, fait que je vois quand même, mais on avait fait un exercice de déplacement, les yeux bandés. Puis je trouvais ça fascinant parce que les profs, ils nous enseignaient à se repérer les yeux fermés. Puis je me rappelle qu'on passait dans un couloir, puis moi, j'entendais quand il y avait les trous des passages. Puis c'est comme si le son, il était ouvert au lieu de proche de moi. C'est comme si on se sent moins... C'est comme une sensation physique, presque. C'est comme si, quand le mur est proche, on se sent comme pas de la pression, mais comme si tout est quasiment angoissant. Là, c'est comme très, très rapproché. Puis quand il y a une ouverture, c'est comme quelque chose... C'est difficile à expliquer en mots, mais c'est comme quelque chose qui se détend un petit peu. Puis ils nous ont dit, mais ça, c'est de l'écolocalisation. Fait que c'est le fait que le son, il va rebondir sur le mur ou il va aller plus loin. Fait que notre oreille, elle arrive à avoir une idée de la représentation spatiale. Puis moi, je connais la base, mais probablement que quelqu'un qui en fait beaucoup va arriver à, comme vous, Naiwat, j'imagine, à vraiment imaginer l'architecture quand même du lieu un peu, là, quand même. C'est ça, mais c'est le cerveau, en fait, qui fait le travail. On s'en rend pas compte, parce que c'est le cerveau qui se débrouille tout seul. On n'apprend même pas, moi, je dirais. Ça se fait tout c'est seul, pas quelque chose qui s'apprend. Et moi, j'ai une amie aveugle, elle ressent pas. Ah, OK. Elle ressent pas, du coup, c'est très embêtant parce que, par exemple, quand on doit suivre un mur, elle est obligée de le toucher. Elle n'entend pas avec sa l'ouverture. canne, sa main. OK. Voilà, pour savoir où, par exemple, elle peut pas suivre un mur parce que il y a le son de l'ouverture, mais le fait de sentir le mur, on peut marcher le long d'un mur sans le toucher. Vous voyez. Et ça c'est très intéressant parce que c'est pour ça que beaucoup de gens pensent, par exemple, que je vois
un peu parce que dans la boutique, par exemple, des fois, je contourne les clients, voilà, je vais dans les endroits où ils sont pas, quoi. Du coup, il y en a plein qui pensent que oui, je vois un peu parce que je peux contourner les clients, les portes, les murs, les choses comme ça. Et c'est pour ça. Alors que on ne voit pas, mais on entend enfin, on utilise le système de chauve-souris. Mais pour moi, c'est pas l'ultrason. Je pense plus à l'infrason. C'est l'inverse. Et c'est ça que le cerveau utilise pour nous situer les obstacles. Comment ça... Oh, excuse-moi, Nathalie. Vas-y, Bianca. Je me demandais comment ça se passe dans un environnement bruyant. Est-ce que c'est plus difficile? Comme la France, les rues, là. Alors, ça dépend. Si l'oreille est vraiment saturée, c'est compliqué. Mais en fait, si c'est bruyant, mais que l'oreille n'est pas saturée, ça marche. OK. Mais par contre, quand il neige, admettons, il fait beaucoup de vent, il neige, parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Une tempête de neige, là, c'est mort. La pluie aussi, hein? La pluie aussi, mais dès qu'il y a du vent, la pluie, tout ça mélangé, c'est mort. Le son, il est tout brouillé, là, ouais. Ben, j'invite... Et quand il y a le brouillard aussi. Ah ouais, le brouillard. Quand il y a un brouillard épais, c'est pareil, on sent aussi, mais moins. Comme s'il y a trop de particules d'eau. Oh, c'est intéressant, ça. Ça perturbe quand même. Mais Naiwat, il y a des gens qui développent un genre de claquement de langue, qui font un son avec... Oui, j'ai lu ce truc. Pour moi, c'est possible que là, on sait pas jusqu'où il est, parce qu'on le connaît pas, bien entendu. Mais c'est possible que le fait de claquement de doigts et de la langue. Oui, c'est ça, c'est claquement de la langue. Lui permet Mais en fait, ça peut être claquement de la langue, mais quand on tapote avec la canne par terre, c'est un peu pareil. C'est le fait d'avoir un son pour qu'il y ait un feedback, une rétroaction de l'environnement. Moi, j'invite les gens à aller voir sur Internet, par exemple, pour mieux comprendre. Naiwat, c'est Nayhuot. C'est comme si c'était Né-Huot. Mais Naiwat, puis Brut, on fait un bon topo sur l'écolocalisation, effectivement. C'est un sujet fascinant, hein? C'est, Allô, est-ce que vous entendez bien, Naiwat? Oui. OK. Puis, vous utilisez souvent l'expression « l'ombre du son ». Oui. Est-ce que c'est justement la meilleure façon de décrire ce que vous percevez quand vous... C'est poétique. Pour moi, oui, parce qu'en fait, je me rappelle quand on voit, à l'époque où je voyais, en fait, on a ce qu'on appelle l'ombre des choses. Par exemple, l'ombre des arbres, l'ombre d'une personne, l'ombre d'un mur. Et moi, je dis l'ombre du son parce que finalement, ce que je ressens, c'est un peu comme à l'époque où je voyais. En fait, quand il y a l'ombre de quelque chose, selon la taille de l'obstacle, l'ombre est plus ou moins loin. Et avec le son, ça fait exactement ça. Et le ressenti, quand on sent les murs, tout ça, c'est exactement la même chose. Par exemple, je vais prendre un autre truc. Quand je faisais parce que maintenant je n'en fais plus, mais quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais arrivé en France, on nous a emmenés en colonie de vacances et tout le monde avait le droit de faire du vélo, évidemment. Mais comme je ne voyais pas, j'étais interdit de faire du vélo. Donc, je l'ai fait en cachette. Et le jour où je suis en faire, je suis monté, j'ai défilé devant tout le monde. Et en fait, par exemple, le vélo, j'ai pu en faire parce qu'il y avait des espèces de haies assez hauts. Et du coup, je longeais la haie en faisant des vélos. Et ça marchait comme ça. C'est incroyable. Et les gens pensaient que, je sais pas comment ils pensaient, mais c'est comme ça que je faisais. Ça m'évitait de, voilà, et je pouvais pas faire partout, mais ça me permet de rester sur les petits chemins, tout ça. Mais pensez-vous que toutes les personnes aveugles peuvent développer cette capacité-là ou Je sais pas, parce que justement, j'ai une amie. J'ai une amie qui l'a pas du tout, et ça fait 20 ans là elle a perdu la vue à 25 ans peut-être. Okay.
Et en effet, elle n'a pas ce ressenti. Et comment apprendre? C'est ça que je ne sais pas. C'est ça. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas rien là, par rapport à ça. C'est ça que je me demande. Je sais qu'ici, en mobilité, les gens vont apprendre, par exemple, à écouter la circulation, voir les voitures, ils viennent d'où, ils vont dans quelle direction, savoir c'est quand le temps de partir, les ouvertures. Mais je ne sais pas l'écolocalisation. Ouais. Ça, c'est le son, le vrai son que tout le monde peut entendre. Hein. Alors que l'écolocalisation, c'est pas le son, on doit le percevoir différemment que le son. Alors c'est pas c'est ça. Et l'écolocation c'est pas la masse aussi, parce qu'on a aussi un autre ressenti. Il faut pas mélanger. C'est le sens de la masse. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous avez un gros camion qui passe à côté de vous, le camion vous attire. Vous voyez, ça c'est la masse. C'est encore une autre chose. Hein. Et l'écolocalisation, c'est pas ça non plus. Hein. C'est vraiment, on le sent comme si on le voyait. Et c'est ça qui est... On pourrait faire une émission juste sur l'écolocalisation. Nehwat, j'ai envie qu'on parle d'un projet qui vous tient à cœur. Vous fermez votre boutique, ça fait 25 ans, on le dit, mais là, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Quel est-il, ce projet? Oui, là, donc j'ai 25 ans de boutique, j'ai appris à faire pas mal de choses, dans le sens, aujourd'hui, j'arrive à bricoler comme tout le monde, à dépanner comme tout le monde, donc tout le challenge du quotidien, on va dire que pour moi, c'est bon. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais, après 45 ans presque en France, parce que je suis toujours pas parti de France depuis, j'aimerais m'ouvrir au reste du monde. Donc, j'aimerais voyager, découvrir ailleurs. Oui. Et notamment, il y a beaucoup de pays, notamment mon pays natal qui est le Cambodge, où les aveugles ne font presque rien. On leur dit, vous êtes aveugle, prenez une chaise, asseyez-vous, on va tout vous amener. À manger, on va tout... Ah oui, ils vont rester à la maison, mais pas autonomes. Voilà. On va répondre à leurs besoins, mais c'est tout. Là. Voilà, c'est ça. Mais ils vont pas apprendre à se débrouiller tout seuls. Et moi, j'aimerais, en effet, leur expliquer, leur apprendre qu'on peut, aujourd'hui, qu'on peut faire à peu près tout les yeux fermés. On peut bricoler, on peut changer une roue, on peut changer des freins de voiture, on peut on peut vraiment on peut construire un meuble, on peut tout faire tout seul. Parce que bon, l'informatique, encore tout le monde peut-être n'aime pas l'informatique, mais même dans le quotidien, on peut assembler des meubles. Chez nous, c'est Ikea. On peut assembler des meubles même sans outil, sans rien, avec un peu de logique. On peut tout faire les yeux fermés. Et justement, normalement, d'ici quelques mois, j'ai une amie là qui me propose de faire une chaîne YouTube ou Instagram qui va s'appeler Les Yeux Fermés, et on va faire des vidéos, plusieurs petites vidéos comme ça, où je vais faire les choses les yeux fermés pour justement montrer. Vous allez devoir nous tenir au courant, on pourra en reparler. Voilà. Et justement, dans mon projet, j'aimerais aller dans les pays sous-développés, donc, parce que dans les pays comme le Canada, la France, on a déjà tout ce qu'il faut et ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais dans les pays comme le Cambodge, le Madagascar, Bénin ou autres, les aveugles, ils n'ont rien, ils évoluent pas beaucoup. Et l'idée pour moi, c'est que j'aimerais trouver des personnes et des contacts dans plusieurs pays, justement pour me parler de ce que font, déjà de leur culture et tout. Oui, pour apprendre aussi, c'est les deux côtés, c'est comme un échange. Voilà. Et ce que font les personnes aveugles, et j'aimerais en effet, j'aimerais créer des structures qui apprennent aux aveugles à justement à se débrouiller au quotidien. Évidemment avec l'informatique si c'est possible, mais déjà au quotidien à faire eux-mêmes, je sais pas, peut-être de bricoler s'ils ont des choses de casser ou réparer ou cuisiner tout simplement. C'est important de savoir cuisiner aussi et de faire tout ce qu'on fait au quotidien, et voilà. C'est un beau projet que vous avez. Vous parlez par contre des difficultés du financement. Si jamais vous passez au Canada juste pour une visite,
vous venez nous voir, puis on peut vous donner des contacts, peut-être. On le sait pas. On l'espère. On l'espère. En fait, C'est un super beau projet, Naiwat. c'est trouver des contacts et je vais déjà créer un projet jusqu'au bout dans mon pays natal qui va me servir d'exemple en fait et de projet témoin. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'aimerais trouver des personnes pour le financement, et puis sans parler du financement, mais même pour l'accompagnement, parce que effectivement, vous avez besoin d'être accompagné quand vous partez à l'étranger. Ben écoutez, Monsieur Naiwat, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager votre histoire avec nous. Puis vous nous avez montré qu'on peut perdre la vue, mais sans perdre ses rêves. Vous nous avez aussi rappelé que le cerveau humain est capable de s'adapter de façon extraordinaire, mais surtout que la volonté, la curiosité et le désir de transmettre peuvent ouvrir des portes qu'on croyait souvent fermées. Alors, merci beaucoup. On vous souhaite un grand succès dans cette nouvelle aventure. Je remercie également ma précieuse collègue et amie Bianca Lucier-Dalpé. Merci, un grand merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, et merci d'avoir été à l'écoute. Et on se donne rendez-vous pour un autre épisode de Ivoire clair autour du monde. Merci, Naiwat. Merci. Merci à vous deux. Bonne soirée. Soirée.